L'affaire criminelle la plus médiatisée de France avant les années 1920 a eu un retentissement international. Et pourtant, aujourd'hui, le crime de Corancé est tombé aux oubliettes. Dans ce nouveau scène d'horreur, vous allez découvrir l'histoire d'Édouard Brière, accusé d'avoir tué ses 5 enfants, jugé coupable et condamné à mort alors qu'il a toujours clamé son innocence. Malgré les charges accablantes, des doutes s'imposent car il n'y a ni témoin, ni preuve irréfutable, ni mobile et surtout pas d'aveu. Tout commence à Corancé dans l'Eure-et-Loir. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril 1901, 5 enfants âgés de 4 à 15 ans sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur lit à coups de marteau. Leur père, Édouard Brière, âgé de 44 ans, entrepreneur de battage et veuf depuis 3 ans, est lui aussi retrouvé dans un état grave, blessé par plusieurs coups de couteau. Le soir du crime, Brière était au café du village. Il raconte avoir été attaqué à coups de couteau en rentrant chez lui, perdant connaissance par la suite. 2 heures après, il demande de l'aide aux voisins qui, en lui portant secours, découvrent la tuerie. Brière est très vite interrogé. Dans un premier temps, le vol apparaît comme le mobile du crime car il déclare qu'on lui aurait dérobé 1580 francs, ce qui équivaut à environ 240 €, une somme assez conséquente pour l'époque. La presse s'empare aussitôt du crime qu'elle annonce par des titres chocs tels que Un crime monstrueux, Une boucherie ou encore Épouvantable tuerie, 5 enfants massacrés. Très vite, le crime brutal dont a été victime ces jeunes enfants fait l'objet de curiosité malsaine et de compassion de la part des habitants. Si la plupart sont gagnés par l'émotion lorsque l'enterrement des enfants apparaît en première page de plusieurs journaux, d'autres, et notamment les touristes, espèrent visiter la maison où s'est déroulé le massacre. Le juge Cornu conduit l'instruction et les premières déclarations de Bruyère suscitent rapidement des doutes. Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide plus tôt? Pourquoi ces blessures au couteau sont-elles superficielles, contrairement aux enfants qui ont été massacrés avec un instrument contondant? Des fouilles sont alors organisées à la ferme de Brière et le 23 avril, un couteau et un gilet tachés de sang sont découverts cachés sous du fumier. Brière est alors de nouveau interrogé. Il reconnaît que le gilet lui appartient, mais ne peut expliquer pourquoi il est caché. Quant au couteau, il en a eu de semblables, mais celui-ci n'est pas le sien. Les enquêteurs décident alors de confronter le père au cadavre de ses enfants, et son comportement va susciter des interrogations. Brière fait preuve d'un calme et d'un sang-froid inhumain. Il est alors inculpé par le juge d'instruction. La presse, toujours présente, condamne Brière avec des titres assassins, même si l'arrestation du père de famille est remise en cause face aux charges insuffisamment accablantes et aux témoignages décrivant un père aimant qui ne frappait pas ses enfants. L'enquête suit son cours et le mobile de Brière devient plus clair. Il désirait se remarier avec sa maîtresse, Véronique Lubin, qui refusait de l'épouser parce qu'elle ne voulait pas se charger de ses enfants. Véronique niera être sa maîtresse, mais finira par reconnaître le 26 avril qu'elle avait eu une liaison avec lui. Brière n'avouant toujours pas, la recherche d'indices continue. Le 10 mai, un coutre de charrue ensanglanté est retrouvé caché sous un tas de terre. Brière n'arrive pas à expliquer comment celui-ci se retrouve là. Mais c'est le 21 mai, lorsqu'un portefeuille rempli d'argent et portant des traces de sang est découvert dans les combles d'un mur, que le mobile du vol est définitivement écarté. Mi-octobre, l'instruction est close. Même sans preuve irréfutable, le nombre d'indices matériels et de témoignages accuse Brière. L'opinion publique, jusqu'alors compatissante et qui prenait la défense du père de famille, le rend alors coupable de tous les faits dont il est accusé. Le 16 décembre 1901, le procès d'Édouard Brière s'ouvre à la cour d'assises de Chartres. Des présomptions graves pèsent sur l'accusé, mais celui-ci continue de protester son innocence. Près de 50 journalistes de la presse parisienne et d'Eure-et-Loir sont présents. C'est une première depuis l'affaire Dreyfus. À la lecture de l'acte d'accusation, Brière reste impassible et ne manifeste absolument rien. Ni l'indignation d'un innocent, ni le regret d'un coupable, ni la douleur d'un père dont les enfants ont été sauvagement assassinés. Il sera interrogé par le président du tribunal pendant 10 longues heures qui enchaînera les monologues sans vraiment laisser la parole à l'accusé.
Les 87 témoins interrogés par la suite ne réussiront pas à faire la lumière sur l'acte présumé de Brière. Parmi les témoins, on retrouve Véronique Lubin, qui à la barre est décrite comme petite et très laide. Une question se pose, c'est donc pour cette femme que Brière aurait pris la vie de ses 5 enfants? Le mobile du crime devient alors incompréhensible, bien que la culpabilité de Brière devient de jour en jour plus probable. Lors de la 5e audience, les experts affirment par des démonstrations un peu bancales comment Brière aurait pu se blesser pour simuler son agression. Ils vont ensuite lui faire revêtir les vêtements retrouvés cachés dans la cour. L'audience tourne alors carrément au ridicule et ne permet pas de trancher le sort de l'accusé. Le 6e jour, l'audience est marquée par le témoignage de la seule fille survivante d'Édouard Brière. Il s'agit de Germaine, 14 ans, qui était employée chez une tante à Paris et qui n'était pas présente dans la maison le soir du drame. La fille de Brière implore le juge qu'on lui rende son papa et qu'il soit acquitté. C'était un bon père, dira-t-elle. Le 23 décembre, le verdict tombe. Personne ne peut affirmer que le père des victimes est coupable, mais personne ne peut dire qu'il est innocent. Avec une plaidoirie jugée pitoyable d'1 heure et demie, Paul Comby, l'avocat de l'accusé, n'arrive pas à convaincre. Édouard Brière est reconnu coupable avec préméditation de l'assassinat de ses 5 enfants. Le président annonce la sentence, la peine de mort. Brière s'adresse aux jurés d'une voix qui ne tremble pas. « Messieurs, vous pouvez être certains que vous avez condamné un innocent. » Malgré la condamnation, des doutes sur sa culpabilité subsistent. Le président de la République, Émile Loubet, accorde la grâce présidentielle à Brière, qui voit sa peine de mort se changer en peine capitale de travaux forcés à perpétuité dès le 1er février 1902. Il est alors envoyé au bagne en Guyane, où il vivra comme un infirmier consciencieux et un prisonnier modèle. En 1905, la presse refait sa une avec l'affaire en publiant la correspondance d'Édouard et de sa fille Germaine. Le père y clame une nouvelle fois son innocence et s'apitoie sur le sort de ses pauvres enfants. Il n'hésite pas à dire à sa fille à quel point il est difficile de vivre parmi les autres prisonniers qui le dégoûtent et dont il estime n'avoir rien en commun. Il dira « Un homme comme moi, qui a toujours vécu et travaillé honnêtement, être obligé de vivre avec un entourage comme ça ?» Il avoue aussi ne plus se reconnaître et qu'il a des pensées suicidaires mais qu'il ne passe jamais à l'acte car cela serait une preuve de sa culpabilité. Brière clame toujours haut et fort son innocence et poursuit sa défense au bagne avec son nouvel avocat Alcide Delmont. Il écrira d'ailleurs un mémoire qu'il adressera à toutes les personnalités issues du monde judiciaire qui croient en son innocence. Brière se dit victime et estime ne pas avoir été défendu à juste titre. Il attire alors l'attention du président de la Ligue française pour les droits de l'homme. Il explique alors une nouvelle fois les faits, cherchant à pointer les incohérences de l'enquête, les omissions volontaires et l'emploi de certains habitants de Corancé pour faire des perquisitions chez lui. Avec la parution du mémoire de Brière, la presse commence à parler d'erreur judiciaire et l'image du père de famille se redore doucement. La thèse de l'erreur judiciaire se renforce notamment parce que l'analyse des empreintes digitales laissées sur les nombreuses pièces à conviction n'a jamais été faite, alors que la technologie de l'époque le permettait, mais aussi parce que l'enquête a toujours été à charge contre Brière. En plus d'avoir servi à l'âge d'or de la presse, le crime de Corancé est devenu une affaire politique car il a mis en lumière 2 débats ayant eu cours pendant et après le procès de Brière. Le premier concerne celui de la peine de mort. Alors que pour beaucoup, Brière n'est qu'un monstre méritant largement sa peine, pour les autres, le suspect a le droit de vivre tant que sa culpabilité n'est pas avérée. Le deuxième débat remet en question la légitimité de la grâce présidentielle car elle attise les haines et ravive une ancienne affaire ayant profondément déchiré la France, l'affaire Dreyfus. Pour rappel, en 1894, le capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus, était accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Il avait été condamné à plusieurs reprises avant de bénéficier de la grâce présidentielle que lui donnait le président Loubet. Ce même président qui graciera quelques années plus tard Édouard Brière. Pour les anti-Briard, Loubet est le président qui gracie le pire des traîtres, mais également le pire des criminels. Grâce à la revendication acharnée de son innocence et une attitude exemplaire, Brière voit sa peine à perpétuité au bagne réduite à 15 années de travaux forcés. Malheureusement, le principal concerné n'en saura jamais rien puisqu'il meurt brusquement le 28 mars 1910. Brière avait changé de pénitencier pour des raisons de santé. Il avait alors adressé une dernière lettre à sa fille où il évoque son hospitalisation et sa fatigue, ainsi que son espoir de voir l'affaire aller pour le mieux. Alors, êtes-vous plutôt Briard ou anti-Briard? Était-il innocent ou a-t-il réellement assassiné froidement ses 5 enfants? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes encore présent, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir regardé ce nouvel épisode dans son intégralité. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau scène d'horreur.